beaucoup de gens disent ouais, t'es formateur parce que c'est ça qui te rapporte le plus. Moi, je suis aussi formateur parce que j'ai le sentiment que c'est ça qui pouvait le plus aider les gens et que je préférais finalement transformer la vie de 1000 personnes et vraiment, tu vois, transformer leur avenir financier plutôt que finalement avoir un impact mineur sur des centaines de milliers de personnes. On value beaucoup la célébrité et le nombre, mais on regarde peu la qualité et la valeur par inscrit ou par vue ou par abonné. Et c'est vrai que quand tu t'intéresses à cette métrique-là et que t'arrêtes de vouloir jouer aux youtubeurs et faire des trucs divertissants, essayer de faire des trucs qui vont faire le plus de clics possible et tu te concentres sur faire des vidéos qui apportent de la valeur, en fait ça marche toujours. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait de la vente de formation, j'ai fait du consulting. Tous ces modèles ne me plaisaient pas et là j'ai l'impression d'avoir trouvé enfin un truc qui me plaît, un truc dans lequel je suis aligné, je suis super content du produit et je suis aussi super content de la manière dont je vends ce produit-là. La promesse sur le papier de l'abonnement qui est si désirable, c'est que tu le vends une fois et ensuite les gens payent de manière récurrente. La difficulté évidemment avec l'abonnement, c'est garder la rétention, c'est que les gens restent abonnés sur la durée. Salut, c'est Antoine. À la fin de tous les épisodes, chaque invité partage un coup de cœur. Ça peut être un livre, un outil, un créateur ou n'importe quoi qui les a touchés. J'ai réalisé que tous ces coups de cœur représentaient une vraie mine d'or. Alors je t'ai préparé une fiche qui les rassemble tous, classés par épisode, avec un lien vers chacun d'entre eux. Cette fiche, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur yumpodcast.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite une excellente écoute. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Roman Payet, qui a une chaîne YouTube sur l'investissement dans les actions à dividendes. Et il y a quelques jours, tu m'as envoyé un message, Roman, pour me dire « Hey Antoine, j'approche aussi du million sur Podia, on se fait un club ». Et ça m'a intrigué, j'ai voulu en savoir un peu plus sur ton business. Et tu m'as dit 100% de mes revenus viennent d'un seul produit par abonnement. Et moi, j'ai testé 3 modèles d'abonnement différents, à chaque fois avec des bonnes déceptions, puisque j'ai perdu à chaque fois une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Et toi, ça a l'air de bien fonctionner pour toi. C'est un modèle en plus qui a l'air assez simple, assez élégant. Tu fais 35 000 euros par mois en moyenne avec ça. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de te poser un petit peu des questions, que tu nous racontes un petit peu comment ça marche. Alors pour ceux qui écoutent ou qui regardent l'interview, prenez des notes parce que vous allez avoir une vraie petite masterclass, je pense, aujourd'hui. On va voir comment tu as monté ton business de formation par abonnement, comment tu trouves des clients, comment tu convaincs tes clients de rester abonnés, les outils que tu utilises pour gérer ça, les différents modèles d'abonnement et celui que tu as choisi. Et puis comment on peut appliquer ce modèle à d'autres thématiques ou pour moi par exemple ou pour des gens qui pourraient nous suivre. Félix, tu voulais ajouter quelque chose en introduction? Moi je suis super content de t'avoir Roman. Sur la méthode Trident, ton slogan c'est battre les ETF grâce aux actions à dividendes. Dans un monde aujourd'hui où règnent les socialistes, avant on voulait que tout le monde soit payé pareil, maintenant on veut que tout le monde ait la même rentabilité du capital. T'es un des derniers bastions qui veut nous sauver du DCA sur un ETF World capitalisant. Maintenant ESG. Donc moi je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Mais on va parler business aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer du moins. Voilà, top, merci d'être là. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de venir parler business. Donc en effet, on se garde un peu les critiques ETF, ESG peut-être pour un prochain épisode. Et là, on va peut-être essayer de se concentrer un petit peu plus sur le modèle abonnement et c'est super intéressant, je trouve, parce qu'Antoine, on a démarré à peu près en même temps. Je sais qu'on s'était rencontrés il y a peut-être 8-9 ans, donc c'est comme ça que j'avais encore ton contact sur Facebook. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message. Et je pense que naturellement, quand ça fait 10 ans que tu as bossé sur le web, comme moi, tu as dû tester pas mal de choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et on a des expériences différentes. Je viens juste d'écouter ta vidéo, justement, je disais en intro, ta vidéo sur ce qui ne marche pas en vente. Et donc, tu as tiré des conclusions. Et dans la vie, c'est toujours comme ça, on tire des conclusions de ces expériences, mais on n'a pas tous les mêmes expériences et du coup, c'est intéressant de voir que des fois, on arrive à des conclusions qui sont différentes. Et franchement, moi, je suis ravi d'avoir trouvé ce modèle à abonnement parce que je me suis beaucoup cherché sur le net. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait de la vente de formation, j'ai fait du consulting et tous ces modèles ne me plaisaient pas. Et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé enfin un truc qui me plaît, un truc dans lequel je suis aligné, je suis super content du produit et je suis aussi super content de la manière dont je vends ce produit-là, quoi. Ça fait combien de temps du coup que tu as ce modèle-là ? Alors, j'ai lancé ma chaîne YouTube, je vais essayer de bien l'expliquer. J'ai lancé ma chaîne YouTube fin 2019. Un peu, je savais que je voulais retourner sur YouTube parce que je suis de nature un communicant et j'adore communiquer des idées, un peu comme toi. Ouais. Et je me suis lancé un peu comme ça. Je me suis dit, je sais pas trop de quoi je vais parler. J'avais pas une idée précise. Je me suis dit, je vais parler des finances personnelles parce que ça m'intéressait. Comment gagner plus d'argent, comment économiser plus d'argent et comment aussi investir son argent. C'était les 3 domaines que j'avais découvert, tu vois, sur les 10 dernières années. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de contenu sur comment gagner plus d'argent, pas forcément sur comment l'épargner. Et moi, je m'étais rendu compte que des fois, tu peux gagner beaucoup, mais tout claquer et donc en fait, pas vraiment t'enrichir. Et pareil, pas forcément grand-chose sur l'investissement, comment investir le capital que tu étais parvenu à gagner via tes business. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos un peu comme ça. Et en fait, tout de suite, les vidéos sur l'investissement ont beaucoup
pris, ont beaucoup plus plu aux gens que les vidéos un peu tournées business. Et ça tombait bien parce que moi, c'était ma passion vraiment à l'heure actuelle. En fait, quand je faisais du consulting, je passais mon temps à regarder des sites de bourse et je me suis dit, ok, il faut que j'aille là-dessus. J'ai senti qu'il y avait vraiment, tu vois, une demande beaucoup plus importante. Il y a eu la crise du Covid qui est arrivée à ce moment-là, c'était vers mars 2020. Donc j'ai la première vidéo qui a un peu pété sur YouTube. J'avais fait l'effort de faire vraiment des vidéos quali parce que je me suis dit, allez, le but c'est que voilà, je construis vraiment un empire sur YouTube, un truc qui va essayer de faire des vidéos qui vont rester dans le temps. Et dès que cette vidéo-là a pété, après, j'ai continué de creuser le sillon et de continuer de partager ce que j'apprenais sur la bourse, sachant que j'avais commencé à investir en bourse en 2017. Donc, j'ai lancé la chaîne YouTube 3 ans plus tard, donc fin 2019, début 2020. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré, quoi. Il y a beaucoup de concurrence dans ta thématique, comme dans la mienne. Comment tu te démarques dans une thématique comme ça quand tu te lances en 2019 ? Étrangement, tu vois, moi en 2019, j'ai l'impression que je trouvais pas beaucoup finalement ce format-là, c'est-à-dire un format très transparent. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient d'investissement, mais c'était beaucoup plus immobilier. Et en bourse, il y avait encore un peu cette image costard, etc. Ça s'est vachement démocratisé depuis ce moment-là. Mais au moment où je me suis lancé, franchement, même le YouTube game, tu vois, boursier, il a un peu explosé durant cette période de 2020. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y sont mis justement pendant la crise du Covid. Ouais. Donc, j'ai eu la chance un petit peu, je pense, d'être positionné finalement quand même un peu au bon moment là-dessus. Et après, je pense que voilà, j'ai essayé de continuer sur cette valeur qui est vraiment, je suis à 100% focus sur améliorer dans les investissements et vous partager en toute transparence. Ça, c'est beaucoup plu aux gens, tu vois, parce que la bourse, justement, il y avait un peu cette image, on montre pas les chiffres, on dit pas ce qu'on fait. Là, moi, je suis arrivé en disant, je vais vous montrer exactement ce que je fais. Et je pense que ça a séduit, tu vois. À ce moment-là, tu as déjà un produit à vendre dans ce domaine-là ou pas ? Non, pas du tout. Tu vois, justement, je repartais à zéro sur YouTube et honnêtement, c'était très difficile parce que quand tu as goûté à l'argent facile du dropshipping, c'est extrêmement difficile de se dire je vais faire un projet long terme sur YouTube et je sais que ça va pas payer tout de suite. D'ailleurs, c'était une de mes grandes inquiétudes avant de lancer ma chaîne YouTube. Je me disais mais je vais pas pouvoir gagner de l'argent tout de suite, etc. Donc en fait, et ça c'est un conseil que je donne, je pense que tu donnes aussi beaucoup, c'est que tu mets un petit peu le truc qui te fait gagner de l'argent. Donc moi, c'était un peu la gestion des sites e-commerce, un peu de côté. J'ai essayé de déléguer, etc. pour me concentrer sur la création de contenu. Et je me suis engagé sur un processus long en me disant voilà, je me donne 1 an pour que ma chaîne elle marche, tout en me disant chaque 90 jours, j'ai un objectif précis. Et le premier objectif que je me suis fixé, tu vois, c'était très simple, c'était 1000 abonnés email. Parce que je savais qu'à partir du moment où j'aurais 1000 abonnés email, je pourrais envoyer du coup un sondage pour savoir ce que les gens voudraient avoir comme type d'information et comme produit que je pourrais créer. Et ensuite, que je pourrais créer le produit. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai atteint mes 1000 abonnés email, du coup, vers le mois peut-être de mai-juin, donc à peu près au bout de 6 mois. Et j'ai lancé mon produit en septembre 2020. Et c'est toujours ce produit que j'ai aujourd'hui, la méthode Trident, que j'ai lancé en septembre 2020. Septembre 2020, j'ai fait 100 inscrits. C'était un produit donc qui coûtait 300 € à l'année, donc modèle à abonnement. Et aujourd'hui, il existe toujours, sauf qu'il y a 10 fois plus de personnes. On a dépassé les 1000 membres actifs, quoi. Et avant de lancer ce produit, comment tu trouves ces 1000 premiers inscrits, d'où ils viennent ? Alors, tu vois, moi j'avais cette croyance, on m'avait beaucoup dit, je sais qu'il y a des personnes qui avaient dit c'est impossible de récolter des emails sur YouTube. Enfin, c'est très difficile, il faut forcément faire un blog, etc. parce que les gens vont pas vouloir donner leur email. Donc ça a été un test pour moi, tu vois, de me dire... Qui a osé dire ça ? Qui a osé dire ça ? Eh ben, écoute, moi, à l'époque, je crois que j'avais beaucoup entendu, notamment Théophile Hélier, qui disait qu'il avait 10% de conversion, tu vois, sur son blog et qu'il avait seulement 0,5% sur YouTube. Je me suis dit, oulala, avec mes vidéos YouTube où je fais 300 vues, si je fais 0,5% de conversion, ça va être très compliqué, tu vois, d'avoir mes 1000 abonnés email. Donc j'ai voulu tester un petit peu cette assumption, tu vois, que c'était compliqué. Ouais. Et en fait, j'ai eu des très bons scores. Et en fait, j'ai vraiment fait en sorte, dans mes vidéos, de faire des cadeaux très spécifiques. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut donner à toutes les personnes. Si vous voulez récolter des emails, c'est bien de faire un cadeau très spécifique. J'ai testé plein de différents cadeaux. Donc, tu vois, la vidéo en 2 parties, un bonus un petit peu sur un fichier sheet, etc. Généralement, ce qui marche le mieux, c'est quand j'utilise un fichier dans la vidéo. Et je dis aux gens, et c'est un conseil aussi que tu donnes, et voilà, venez télécharger le fichier pour faire les mêmes calculs que moi. Donc il y a quand même beaucoup de valeur dans des outils un petit peu pratiques comme ça que les gens peuvent télécharger, et idéalement que tu montres directement dans la vidéo. Donc ça m'a permis de récolter comme ça une partie des gens qui voulaient en savoir plus, qui étaient vraiment à fond. Et c'est comme ça qu'après, du coup, je leur ai posé un petit peu les questions pour en savoir plus. Et vraiment, à un moment, d'ailleurs, ça marchait tellement bien fin 2020, tu vois, et je commençais déjà à faire beaucoup de vues sur YouTube qu'à un moment, je me suis presque dit, est-ce que je deviendrais pas youtubeur, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que je ferais... Parce que je commençais à avoir des revenus publicitaires assez intéressants, YouTube commence à me payer, je me suis dit, tiens... est-ce que je me concentre à 100% sur la bourse ou est-ce que je fais quand même une formation ? Parce qu'il faut dire qu'en plus, même la publicité, même si on sait que ça rapporte pas beaucoup par rapport à la vente de produits, il y a des thématiques dans lesquelles ça rapporte beaucoup plus que d'autres, et notamment la thématique de l'investissement, c'est une des thématiques qui rapportent le plus. C'est-à-dire que les annonceurs vont payer plus cher dans cette thématique-là que dans le jardinage, par exemple.
Ah ouais, là c'était des CPM, donc CPM coût pour 1000 vues, j'étais payé 10 € les 1000 vues quoi. Donc depuis ça a quand même beaucoup baissé, mais je pense que pendant la Covid il y avait vraiment beaucoup d'annonceurs parce qu'ils sentaient qu'il y avait beaucoup de spéculation aussi qui voulaient mettre leurs pubs sur les vidéos. Les pubs eToro et compagnie qui spamment après chez tous les youtubeurs finance. C'est ça, exactement. Et ouais, mais finalement je me suis dit non, en vrai j'avais vraiment cette envie en fait d'aider plus en profondeur les gens parce que je me rends compte que sur YouTube c'est quand même à moitié du divertissement. Je pense que vous aussi vous avez ce sentiment-là où on aide un peu les gens, mais en même temps on est là quand même. Ils nous regardent à 19h le soir un peu pour se détendre, donc tu es obligé de faire un peu de l'apprentissage en même temps que ça soit fun. Et j'avais l'impression que je pouvais pas, et je recevais beaucoup de questions sur YouTube. J'ai l'impression que je pouvais pas. J'avais vraiment envie de prendre les gens et leur dire ok, étape 1, étape 2, étape 3, voici tac. Et quand tu as cette frustration-là, donc il y a les raisons financières, mais beaucoup de gens disent ouais t'es formateur parce que c'est ça qui te rapporte le plus. Moi je suis aussi formateur parce que j'ai le sentiment que c'est ça qui pouvait le plus aider les gens et que je préférais finalement transformer la vie de 1000 personnes et vraiment tu vois transformer leur avenir financier plutôt que finalement avoir un impact mineur sur des centaines de milliers de personnes, surtout que pas forcément voilà t'as des personnes qui vont regarder des vidéos voilà, j'avais pas envie d'être un gros youtubeur finalement. Je me suis dit finalement c'est peut-être pas ça le plus intéressant, tu vois. Ouais, c'est intéressant, on value beaucoup la célébrité et le nombre, mais on regarde peu la qualité et et la valeur par inscrit ou par vue ou par abonné. Et c'est vrai que quand tu t'intéresses à cette métrique-là et que tu arrêtes de vouloir jouer aux youtubeurs et faire des trucs divertissants, essayer de faire des trucs qui vont faire le plus de clics possible, mais tu te concentres sur faire des vidéos qui apportent de la valeur, en fait ça marche toujours. Et c'est des vidéos qu'on voit pas forcément parce que voilà, elles font 2000, 3000, 5000, 10 000 vues, généralement pas beaucoup plus à leur lancement, mais sur le long terme elles peuvent bien se référencer et surtout elles vont t'attirer des inscrits super qualifiés, quoi, des gens qui ont envie de se former, et donc si tu vends des formations qui vont être des clients idéaux, quoi. Je t'avoue que j'avais un peu hésité moi à mon lancement parce que justement les modèles que j'avais c'était un peu des Américains. En fait j'étais tombé sur quelques vidéos, c'était à l'époque où Graham Stephan, je sais pas si tu vois, 2-3 youtubeurs, André Djic qui parlait de finances un peu personnelles de manière un peu fun, il commençait à bien marcher. Je me suis dit waouh c'est cool, c'est le cliché du français qui regarde ce que font les Américains et qui ramène ça en France, mais c'est vrai que c'était ça, tu vois. Je me suis toujours dit, et je pense que c'est une bonne notion, je crois que tu l'as eu beaucoup toi aussi, de se dire tiens j'ai envie de faire le contenu que je regarde, qui m'inspire. Et quand tu es en train de consommer beaucoup un certain type de contenu, tu te dis ah c'est trop bien, j'ai envie moi aussi de faire un contenu un peu comme ça. Donc évidemment faut pas copier, faut apporter sa propre touche. Et je pense que finalement j'ai fait des vidéos aujourd'hui avec le recul qui sont très différentes de ce que faisaient ces Américains à l'époque, mais ils m'ont donné tu vois l'intuition de se dire tiens c'est un marché, il y a un truc que les gens ils peuvent kiffer. Ils peuvent apprécier la transparence, le côté fun, et on peut rendre la finance fun. Voilà, on n'a pas obligé de se balader en costard. On peut partager un petit peu ses investissements et donner envie aux gens de se lancer là-dessus. Surtout que un truc, c'est pour ça aussi, je pense que mon produit il a bien marché par rapport aussi à des fois à des produits en entrepreneuriat. On en parlait avec un pote à moi. Il me disait que tous les produits qu'il a, tu vois, pour le business en ligne, et ben finalement il a une conversion beaucoup plus faible que les produits à investissement parce que les produits à investissement tout le monde peut investir et c'est pas si compliqué. Alors que le produit du business en ligne, il te faut quand même quelqu'un qui a envie de quitter son métier et qui a envie d'être indépendant. Et on sait qu'on s'adresse à des personnes qui sont beaucoup moins nombreuses en fait, tout simplement. Bien sûr. Tout le monde peut investir. Ton grand-père de 40 ans, ton grand-père de 40 ans, ton grand-père de 70 ans, comme ta petite sœur, tout le monde peut se dire j'ai envie de pas laisser forcément mon épargne sur le livret A. Alors que des gens qui veulent lancer un business en ligne, c'est une communauté plus réduite, tu vois. Donc aussi, je pense que le business model s'adapte en fonction de la cible que tu vises, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait choisir vraiment initialement le modèle à abonnement au moment où tu fais un sondage justement pour savoir ce que les gens veulent? Si on te pose vraiment la question, c'est que c'est pas courant le modèle abonnement. La plupart du temps, c'est tiens, je vais lancer ma grosse formation et part directement dans cette idée-là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ah non, je vais faire directement un modèle abonnement? Alors je dirais il y a deux choses. La première c'est que j'étais moi-même client, donc à nouveau le contenu ça marche, mais ça marche aussi pour les produits. Il y a un conseil qu'on donne souvent et c'est un très bon conseil aussi pour l'investissement, c'est que tu regardes les produits que tu achètes et tu sais que c'est des produits que tu aimes bien et donc peut-être que tu pourrais toi aussi vendre un produit un peu similaire. Et moi j'étais client de pas mal de produits du coup sur l'investissement en bourse puisque j'investissais depuis 2017 et c'était beaucoup des produits qui fonctionnaient à abonnement en fait. Notamment beaucoup aux États-Unis, des produits où tu payais un certain abonnement souvent annuel. Et tu avais accès à certaines actions, à certains outils, etc. Et donc, en fait, quand j'ai imaginé mon produit idéal, il y avait beaucoup d'analyses d'actions, tu vois, il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient, qui devaient être mises à jour. Et du coup, je me suis dit, ça marchera pas forcément si je fais un produit comme ça en one shot parce que je vais avoir besoin de le mettre sans arrêt à jour. Et donc, je risque de vendre, alors certes, je vais vendre plus cher, par exemple, je sais pas, je vais vendre à 700 € en un seul coup. Mais 3 ans plus tard, je voudrais vraiment continuer ce programme-là. Et donc, 3 ans plus tard, personne n'a payé 700 €. Elle a toujours accès à toutes les mises à jour. Je trouvais que ça faisait beaucoup, vu que j'étais pas dans cette optique.
Tu vois, pour moi, c'était ça. J'avais vraiment cette optique d'améliorer continuellement le produit. Donc, pour moi, ça faisait sens de proposer un produit abonnement. Alors que si j'avais l'optique de faire vraiment un produit, un process, un résultat et après passer sur un autre produit, le modèle avec un prix unique m'aurait semblé plus adapté, quoi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, qui ont juste pas envie de devoir créer des nouvelles formations sans arrêt et qui sont tentés par l'abonnement pour cette raison. Parce qu'il y a deux choses. Il y a déjà devoir créer des nouvelles formations, mais il y a aussi devoir les vendre, devoir faire des lancements. Et ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et c'est vrai que l'abonnement, la promesse sur le papier de l'abonnement qui est si désirable, c'est que tu le vends une fois et ensuite les gens payent de manière récurrente. La difficulté évidemment avec l'abonnement, c'est garder la rétention, c'est que les gens restent abonnés sur la durée. Comment tu as résolu ce problème-là, ou en tout cas au départ, est-ce que tu as eu ce problème-là? Écoute, je pense qu'un des premiers trucs que je me suis décidé, alors j'ai quand même testé, tu vois, de le proposer par mois, mais je sais qu'il me semble que toutes les offres que tu as proposées, toi, c'est un abonnement par mois. Et moi, ce qui a fait la grosse différence, c'est de proposer un abonnement à l'année. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, de toute manière, la bourse, c'est pas un truc, voilà, tu vas pas placer ton argent et un mois plus tard, tu auras gagné de l'argent. Tu vois, c'est un processus. Donc, c'est aussi comme ça que je l'ai présenté et j'y crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'abonne et qui s'y désinscrit dans 3 mois, je ne peux pas lui apporter la valeur. En 3 mois, j'ai pas le temps de t'apporter la valeur. En 3 mois, tu auras tout juste ouvert ton courtier, tu auras acheté tes premières actions. Enfin, tu vois, ça marche pas. Donc, je me suis déjà dit, pour moi, le modèle par mois, ça marchera pas, ça correspond pas à ce que je veux. Donc, je demande aux gens de s'engager 1 an avec moi pendant 12 mois. Et pendant 12 mois, je suis avec eux, etc. Et ce que je trouve intéressant, et tu le dis souvent, hein, c'est que les gens, quand c'est un modèle par mois, si le 4e mois, leur chien leur a fait pipi dessus, ils vont se dire, ah là là, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, je regarde mon compte en banque, c'est qui ce gars qui m'a débité, allez, je le vire, tu vois. Et je me désinscris, tu vois. Donc, je trouvais ça bien au bout d'1 an, c'est-à-dire que même si tu perds la personne au bout du 4e mois parce qu'il se passe des trucs dans sa vie, elle n'a pas trop de temps de s'occuper de ta formation, tu as encore finalement 7 mois pour essayer de la convaincre de revenir. Et vu que moi j'envoie beaucoup d'emails, j'envoie un email chaque lundi justement avec mes membres, il y a un forum, on participe, etc. Je me dis, j'ai l'occasion de la récupérer comme ça, cette personne. Et j'ai des personnes qui m'ont dit, j'avais commencé, finalement j'ai un peu arrêté, puis j'ai vu qu'il y avait plein de gens justement qui partageaient leurs résultats, et j'y suis revenu, et maintenant j'ai des résultats. Et du coup j'ai envie de continuer l'aventure et de rester inscrit les années suivantes, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. J'ai remarqué qu'on le voit de plus en plus dans les apps, par exemple. Tu sais, quand tu télécharges une app de liste de tâches ou de trucs, l'abonnement mensuel, c'est fini. Enfin, on le voit de moins en moins. Et en fait, de plus en plus, c'est des abonnements annuels chers, donc à plus de 50 €, et avec parfois un essai gratuit. Et en fait, direct, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un changement de business model. C'est que d'abord, on était à des apps avec paiement unique. Par exemple, voilà, tu avais ton app de productivité, tu payais 4,50 € et puis tu l'avais et puis c'était terminé. Ensuite, on est passé ils ont essayé de nous vendre l'abonnement mensuel. Donc, tu payais, 2 ou 3 € par mois, mais les gens restaient abonnés 1 mois puis se désabonnaient. Et ensuite, en fait, ils nous vendent ça comme un gros paiement annuel. Et je pense qu'ils partent du principe que même si les gens se désabonnent immédiatement, ils ont déjà fait le gros paiement annuel, donc ils sont pas perdus et c'est toujours mieux que s'ils avaient payé qu'une fois 4 €, quoi. Ça dépend vraiment des produits, et moi je suis le premier, des fois quand je télécharge une app, là tu vois, j'ai téléchargé une app pour le sommeil, en effet, vu que je suis pas sûr que ça va me plaire, j'ai tendance à prendre l'abonnement par mois et ensuite payer à l'année si je suis sûr que ça me plaît, ou tu vas faire le test d'essai gratuit. Je pense que c'est un peu différent dans la formation parce que tu vends quand même une transformation, et du coup je suis plus fan en effet de ce truc, tu vois, en effet, tu vends directement, et moi je propose que l'abonnement à l'année, et donc les gens le voient un petit peu. Et c'est aussi une précision que je précise à chaque fois qui est importante, c'est de dire, vous n'êtes pas obligé de rester abonné, parce que tu vois, c'est aussi un truc, les gens vont se dire, ah, j'aime pas les abonnements, etc. Il y a aucune obligation, c'est-à-dire que tu testes une année, si tu trouves que la valeur est pas suffisante pour rester abonné une seconde année, parce que généralement c'est vrai que c'est la première année où tu vas tirer le plus de valeur du programme, mais les années suivantes aussi beaucoup, parce que je continue de faire des mises à jour, je continue d'apporter des analyses, etc. Et moi mon but, tu vois, c'est de t'apporter de la surperformance qui te rembourse du coup l'abonnement annuel de la formation. Mais du coup, clairement, si tu n'as pas la valeur, rien ne t'oblige évidemment à rester. Et je suis très content de voir que petit à petit, en améliorant justement la valeur du programme, j'ai des taux de rétention qui sont montés dans le temps. Tu vois, je t'ai dit, la première année, j'ai dû faire 30% de rétention, alors que cette année, je suis plutôt autour des 50%, ce qui est, j'ai pas de métrique du coup par rapport à d'autres formateurs, mais je pense que c'est pas mal du tout, quoi. Tu le conseillerais à qui, le modèle abonnement? C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, quel type de produit, etc. Avec le recul, en voyant les avantages et les inconvénients, tu le revends à quel type de personnalité? C'est une bonne question. J'ai toujours l'impression que je suis un peu biaisé parce que la bourse, il y a quand même beaucoup d'actualité, tu vois. Et moi, je fais des analyses, donc il y a vraiment un travail de recherche continu. Et je me dis toujours, est-ce que ça marcherait un modèle abonnement dans un domaine, tu vois, qui est plutôt stable? Par exemple, je sais pas, tu vois, la bonne entreprise dans laquelle investir, ça change tout le temps. Par contre, le workout qu'il faut faire pour devenir musclé, c'était le même en 2000, en 2010 et en 2020.
Donc, est-ce que un modèle abonnement pour quelqu'un, par exemple, qui fait du fitness, est-ce que ça fonctionnerait ou pas? J'ai envie d'y croire que oui, mais c'est toujours pareil. Tu sais, tu donnes les conseils de. Tu vois, moi, j'ai eu une bonne expérience. Antoine, tu as eu une mauvaise expérience avec l'abonnement, donc forcément, tu es toujours un peu biaisé par ta propre expérience. Je pense que les gens doivent regarder un peu le type de produit qu'ils utilisent et se dire si vous êtes abonné à un truc de fitness et vous trouvez ça génial et ça marche, pourquoi vous ne pourriez pas proposer vous aussi un produit comme ça qui fonctionne avec ce système abonnement, quoi. Salut, c'est Antoine. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche qui rassemble tous les coups de cœur partagés par les invités. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et elle sera mise à jour après chaque épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com. Tu peux cliquer pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail et je te laisse pour la suite de l'émission. Souvent, quand les gens sont attirés par le modèle à abonnement, ils ont une tendance à vendre des abonnements qui sont relativement pas chers, justement parce que c'est un abonnement. Donc, par exemple, si c'est un abonnement annuel, plutôt quelque chose de 50, 100 euros maximum. Qu'est-ce qui t'a permis, tu vois, en termes de mindset, de directement proposer un tarif qui est plus confortable? C'est marrant, c'est ma chérie. À la base, je voulais vendre mon abonnement 100 euros l'année. Elle m'a dit, mais 100 euros l'année? 100 euros l'année? Et elle me dit, mais rien que le support client pour gérer les gens, ça va te coûter plus de 100 euros. Et du coup, j'ai réfléchi un peu à l'offre que je proposais. J'ai dit, ah ouais, en fait, il y a 100 euros de formation, c'est-à-dire vraiment pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Il y a 100 euros d'analyse où je vais mettre à jour tous les programmes. Et il y a 100 euros de support client pour répondre à toutes les questions. Et voilà, 300 euros. Trident, 300 euros. Tu vois, c'était un peu comme ça. Mais en effet, j'avais cette erreur aussi de débutant de se dire, je vais proposer un produit pas trop cher parce que je veux justement que les gens renouvellent. Mais je pense qu'il faut trouver le bon prix. Et moi, typiquement, dans mathématiques, 300 euros, c'est pas cher finalement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vendent des formations qui sont probablement même peut-être moins mises à jour que la mienne. Probablement moins parce que moi, c'est vraiment hebdomadaire. Et qui vendent ça à 2000 euros. Tu vois, donc finalement, c'est par rapport aussi au. Tu vois, peut-être que dans le fitness, 300 euros, c'est cher. Et dans ce cas-là, l'abonnement serait du coup moins cher. Mais en effet, il faut quand même un prix qui te permette de vivre, quoi. Parce que clairement, et de pouvoir gérer la masse de clients que tu vas avoir, quoi. Moi, est-ce que tu as fait d'autres tests ou c'est à partir de ce raisonnement-là, tu as défini ton pricing et ça y est, c'était adopté, ça a fonctionné, etc. Non, j'avoue, j'ai pas split testé le prix. Tu vois, j'ai l'impression que c'était le prix juste, quoi. Et j'ai continué d'ajouter de la valeur dans la formation. Et donc finalement, ce prix, il est devenu pour moi de plus en plus juste. J'ai eu d'ailleurs une surprise parce que tu vois, pour moi, 300 euros, c'était quand même assez cher. Une fois que la promo a terminé, donc j'ai fait une promo de lancement, j'ai fait 100 inscrits la première fois que j'ai proposé ce produit-là. Je suis passé à 400 euros et je me suis dit, du coup, parce que c'était la promo 100 euros pour faire le lancement. Et je me suis dit, personne va acheter à 400 euros, tu vois, parce que justement, 300 euros, c'était le bon prix, tu vois. Et en fait, j'ai eu plein de ventes en Evergreen qui sont tombées par la suite. Donc j'étais super content et aujourd'hui, je suis de plus en plus en train de revenir sur un modèle Evergreen. J'ai même, là Antoine va m'engueuler, je suis même en train de tester là un lancement sans urgence, enfin du moins avec une urgence un peu différente, où je vais essayer de rester sur un prix à 300 euros stable. Et j'ai hâte de voir justement, parce que ma thèse aujourd'hui, c'est de me dire que peut-être que d'avoir le même prix tout du long, ça va me permettre de booster mon Evergreen. Parce que moi, j'adore l'Evergreen, en fait, j'adore comme ça avoir 40, 50 clients qui rentrent chaque mois. Et c'est vrai que c'est agréable plutôt que de faire des gros lancements qui sont souvent épuisants pour le moral. Et voilà, ça peut être compliqué. Donc c'est un test pour moi et j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Pour l'instant, j'ai des bons résultats, tu vois, en Evergreen, même quand le produit était à 400. Donc j'espère qu'à 300, ça va encore mieux marcher, tu vois. Comment tu le vends ton abonnement? Parce que tu dis que tu fais de l'Evergreen, donc en gros tu fais pas de lancement. Genre tu dis pas ok, cette semaine je lance, je fais une promo, je fais un truc, j'en parle toute la semaine, etc. C'est automatiquement, donc tous les mois tu as une vidéo, tu as un mec qui s'inscrit, il reçoit des mails, il achète. Comment ça se passe concrètement? Ouais, je suis peut-être un ovni d'ailleurs dans ce domaine-là, et donc c'est pour ça qu'il faut pas forcément écouter mes conseils, mais en tout cas pour moi ça a fonctionné. C'est que finalement j'ai fait des lancements à chaque fois qu'il y a eu une mise à jour de la formation, un truc important, tu vois, quand j'ai fait évidemment la première ouverture, etc. pour créer de l'engouement. Mais ensuite, l'Evergreen, ce qui s'est passé, c'est que dans mes vidéos YouTube, j'essaie toujours d'apporter un maximum de valeur, et juste je vais caler de temps en temps que j'ai une méthode Trident qui va plus loin, qui permet d'aller plus loin, etc. Et juste comme ça, tu vois, juste en parlant un peu du produit, en expliquant un petit peu, on a ajouté ça au programme, etc. Il y a des gens qui sont intéressés, qui cliquent dans le lien, qui regardent un peu la vidéo de présentation et qui s'inscrivent au produit. Donc c'est voilà. Et j'ai aussi évidemment des gens qui téléchargent donc un cadeau, qui reçoivent l'email, mais vraiment j'ai fait 0 séquence. C'est ça qui m'a toujours surpris. Moi, je me suis toujours dit, il faut que tu aies quand même une super séquence email pour convaincre les gens qui ne te connaissent pas de rejoindre le produit. Et en fait, étrangement, les gens regardent mes vidéos sur YouTube, ils apprennent beaucoup de choses, ils se disent putain, j'aime bien ce gars-là,
j'ai envie d'aller plus loin, je clique sur le lien, je rejoins la formation, tu vois. Et c'est un modèle très simple, mais du coup qui a marché jusqu'à présent, quoi. Est-ce que finalement ta séquence, c'est pas ta chaîne YouTube en fait? C'est juste que les gens, ils achètent pas tout de suite, mais ils découvrent ta chaîne, ils consomment tes vidéos, ils apprennent des trucs, ils ont envie d'aller plus loin, ils finissent par entendre parler de ce produit au fur et à mesure, et ils sont curieux, ils cliquent dessus et ils l'achètent, quoi. C'est qu'en fait, t'as pris le temps de créer une relation et d'offrir du contenu gratuit intéressant. Exactement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette approche aussi dans la chaîne YouTube, à nouveau beaucoup d'apporter de valeur et pas essayer de faire des vidéos buzz, tu vois, forcément pour... J'ai toujours eu cette métrique de me dire j'aimerais bien que toutes mes vidéos que je sorte, moi je sais qu'il y a des youtubeurs comme ça, je sais pas vous, mais dès que je vois leurs vidéos, je clique dessus. Et je me suis toujours essayé de me dire j'aimerais être cette personne-là pour d'autres personnes. C'est-à-dire peu importe le titre, peu importe la miniature, je sais que ce mec-là c'est trop bien le genre de vidéo qu'il fait, donc je clique. Donc évidemment pour démarrer l'attraction au début tu es obligé un peu de faire des titres un peu provocateurs, essayer d'aller chercher un peu de la nouveauté, mais ensuite j'avais vraiment envie de fidéliser une audience et je pense que cet aspect fidélité, au bout d'un moment, moi je l'ai vu dans mon propre comportement. En fait, les formations dont j'étais le plus content, c'était en effet des mecs que je suivais sur YouTube. Je suis un mec sur le fitness, j'adore ses conseils, ça commence à m'apporter des résultats en gratuit avec ce qu'il me demande, avec ce qu'il me donne comme conseil, et je me dis tu sais quoi, je pense que c'est le bon gars pour moi, je vais aller plus loin avec sa formation, et ça va être une manière aussi de le remercier pour tous les contenus gratuits qu'il m'a donné. Et du coup, pas besoin dans ce cas-là. Tu vois, moi je dis toujours, c'est sûr que si le mec il arrive sur ta vidéo de vente et qu'il te connaît pas, tu vois, c'est les fameuses vidéos, les VSL à l'ancienne, tu sais, trafic froid, où là il faut utiliser du copywriting à balle avec des techniques. Les médecins le détestent, ce que l'État vous cache. Enfin, tu vois, des trucs très J'ai l'impression que ton copywriting il doit être plus puissant en fonction si les gens te connaissent. Et moi, du coup, j'ai un espèce de copywriting assez doux parce que finalement, les gens me font confiance à travers la valeur que j'ai apportée dans l'information. Donc après, ils ont juste besoin de voir un peu, ok, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans le programme. Je te fais confiance, let's go, on y va, quoi. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps les gens mettent pour devenir clients entre le moment où ils te découvrent, ils commencent à consommer ton contenu avant de passer sur la méthode Trident? Ah, c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas cette stat-là. Généralement, les gens me disent... Là, c'est bien parce que du coup, j'ai lancé un nouveau forum, on pourra peut-être en parler. Et les gens me disent souvent, je vois des messages du genre, il y a 3 mois, je me suis intéressé à la bourse, j'ai regardé un peu toutes les vidéos, j'ai consommé toute ta chaîne. Donc ça va. Je pense que ça va assez vite parce qu'il peut y avoir cette frustration de se dire, ok, j'ai quand même, là, ça y est, c'est le moment pour moi d'investir. Et du coup, j'ai envie d'y aller, quoi, tu vois. Et c'est aussi une force d'avoir une formation, du coup, parce qu'à un moment, je pensais justement faire la formation classique. Je sais que j'étais beaucoup inspiré par des personnes comme Stan Leloup, tu vois, qui m'avaient pas mal guidé sur ce concept des plans 90 jours, avoir ses 1000 premiers abonnés email pour créer sa formation. Et lui, je sais qu'il faisait des ouvertures-fermetures. Donc je me disais, ah là, ça se trouve, je fais une grosse erreur de laisser la formation ouverte. Et finalement, je pense que ça convient bien à mon type de prospect parce que quand il a le problème, il a envie de le résoudre et idéalement, il faut qu'à ce moment-là, la formation soit ouverte. Sinon, je pense que il risque d'aller voir potentiellement chez quelqu'un d'autre, tu vois, ou du coup, de pas pouvoir aller plus loin avec moi. Donc, j'ai fait le test de laisser la formation ouverte et ça a bien payé, tu vois. Bon, un truc qui m'avait intrigué quand tu m'as parlé de ton business, c'est le fait que, en fait, tu vends une formation. Si tu la vendais individuellement sans abonnement, tu la vendrais probablement ce prix-là. On est d'accord, tu la vendrais probablement 300 €. Et en fait, au lieu de la vendre une fois à 300 €, tu la vends à 300 € par an et tu arrives à avoir plus de la moitié des gens qui payent une deuxième année, puis probablement une grosse partie d'entre eux qui payent une troisième année, etc. Et donc à grossir comme ça ton panier par client. Pour ça, on est d'accord qu'il ne peut pas juste y avoir la formation, parce qu'une fois que les gens ont suivi la formation, il n'y a aucune raison qu'ils restent inscrits. Donc il faut autre chose. Et ce que tu proposes en plus, c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens restent abonnés. Et c'est comme ça que tu as pu augmenter ton taux de rétention. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que je pense que si je l'avais vendu en one shot, je l'aurais pas vendu à 300. J'ai quand même baissé le prix parce que je me suis dit justement, je veux que ça soit un prix, une pilule qui soit capable d'être avalée chaque année et que ça soit pas un truc où tu te dis, si j'aurais pu vendre à 700, mais le mec a pas forcément envie de repayer 700 €, tu vois. Donc 300 pour moi, c'était un prix justement entre les deux qui était bien, où en même temps, si la personne prenait qu'une année, moi je m'y retrouvais quand même. Si la personne restait plus longtemps, je m'y retrouvais. Enfin, c'était suffisamment bas pour que la personne reprenne. Et en effet, donc au début, il y avait vraiment que cet aspect formation, mais très rapidement, il y a eu cette idée de partager un portefeuille en bourse avec un suivi, avec des analyses, etc. Et du coup, une fois que tu as mis en place ton portefeuille, tu as envie de rester abonné pour continuer d'avoir justement ces mises à jour par rapport à ce programme. Donc c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a créé de la rétention, ça a été d'améliorer tous les autres points. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup notamment Sam Ovens, et il a fait pas mal de vidéos avant de se concentrer justement sur une SaaS, avant de se concentrer sur sa SaaS, et il parlait de ça. Il disait c'est un peu la fin des formations. Entre guillemets, c'était un peu un titre provocateur, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que
les gens n'ont pas envie de consommer des formations hyper longues, hyper compliquées. C'est chiant pour le formateur, ça peut être très chiant de faire une vidéo très longue. Et c'est chiant pour le client, on sait que voilà, quand la formation elle fait des dizaines d'heures, il y a 10% des gens qui vont suivre la formation. Du coup, j'ai eu cette idée, et notamment je l'ai encore plus ancrée dans la version 2.0, c'est-à-dire dans la version 1.0, c'était une formation assez classique. Dans la version 2.0, je me suis dit, ok, je vais faire des défis. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée, c'est de dire aux gens, vous avez vu toutes les vidéos YouTube sur la bourse, vous savez déjà toutes les connaissances. Cette formation, elle est là pour vous faire passer à l'action. Donc, je ne suis pas là pour vous apporter plus de connaissances. Si vous voulez plus de connaissances, restez sur YouTube, vous allez apprendre plus de choses. Vous rejoignez la formation parce que vous voulez un plan d'action concret pour passer à l'action et avoir vraiment étape 1, étape 2, étape 3. Donc, on va aller ouvrir votre courtier, on va acheter vos premières actions, vous allez comprendre le système, vous allez le mettre en place. Donc, ça, c'est vraiment la partie défi. Donc, j'ai un défi pour les débutants qui souhaitent justement mettre en place le système. J'ai un défi aussi pour les gens plus avancés qui souhaitent apprendre à analyser leurs actions par eux-mêmes. Et ensuite, évidemment, il y a d'autres éléments dans le programme qui vont créer de la rétention. Le forum, donc le fait d'échanger avec des gens, évidemment, une fois que tu fais partie d'une communauté, tu as envie de rester pour continuer de partager avec la communauté. Il y a aussi les analyses que je mets à jour. Et enfin, les outils. C'est-à-dire que petit à petit, tu vois, je suis en train de transitionner vers un peu une SaaS, un peu à la ClickFunnels, tout ce genre d'outils, tu vois. C'est-à-dire que petit à petit, je suis en train de proposer des outils. Et là, on sait que les SaaS, le taux de renouvellement sur un outil d'emailing, etc., il est beaucoup plus élevé. Et je pense, alors je sais que c'est compliqué de créer une SaaS au début. Moi aussi, je me suis toujours dit, c'est quand même pas facile. Mais petit à petit, en fait, je pense que tous les domaines peuvent, tu vois, créer des outils. Et je pense que beaucoup de formations vont comme ça, petit à petit, proposer des outils qui sont disponibles en ligne. Et les gens auront envie de continuer d'utiliser l'outil et donc resteront abonnés, tu vois, au programme. L'outil, ça ressemble à quoi? C'est genre des logiciels, des trucs que tu fais coder? Comment ça marche? Alors au début, j'ai commencé très simple parce que j'avais pas de développeur, donc j'étais dans mon coin et donc c'était des fichiers sheets tout simplement. Donc le problème du fichier sheet, c'est que tout le monde peut le partager, etc. Mais il n'empêche que ces fichiers sheets là, moi, ils me demandent énormément de temps, de recherche, de développement. Donc ça a quand même une grosse valeur pour les gens. Tu vois, je classe. C'est très bien fait, Antoine. En termes de sheet, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pas juste le vieux Google Sheet partagé dans la formation, quoi. C'est un logiciel en tant que tel, quoi. Ouais, en fait, l'idée, ça a été de se dire, au début, j'ai commencé avec des sheets très simples et puis je les ai améliorés au fur et à mesure. Au bout d'un moment, j'ai contacté un mec qui pouvait justement me faire des exports, des trucs pour que ça s'affiche avec les jolis logos, que ça soit un peu plus design. Et là, maintenant, j'ai la chance d'avoir rencontré un développeur et donc on a commencé à créer une application. Donc là, c'est une vraie application. Login, le mec se connecte, donc c'est mieux qu'un Google Sheet parce que ça fait quand même un peu plus pro, c'est plus brandé. Mais tu vois, j'ai fait ça vraiment étape par étape. C'est-à-dire que tu vois, ça fait 3 ans que le programme existe. La première année, c'était juste des fichiers sheets que je codais moi-même. Ensuite, la deuxième année, c'était des fichiers sheets avec l'aide d'un développeur un peu orienté sheet. Et maintenant, on est en train de transitionner vers une app 100% connectée en ligne, quoi. Donc forcément, le programme s'améliore et donc c'est aussi pour ça, je pense que la rétention s'améliore, quoi. Est-ce que tu as essayé l'accès à vie ou sur des durées assez longues comme 5 ans, etc. Il y a beaucoup de SaaS ou beaucoup justement de formules à abonnement quand elles se lancent, de faire un espèce une formule, c'est le prix annuel, mais si tu veux, tiens, en payant, je sais pas, 3-4 ans d'un coup, paf, tu l'as à vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé ou tu as eu des objections? Je t'avoue que j'ai toujours eu un peu une approche minimaliste. J'aime bien, j'ai un seul produit, il y a un seul prix. J'ai pas voulu trop complexifier le truc pour vraiment pouvoir, tu vois, dire les gens, si vous voulez en savoir plus, c'est la méthode Trident, c'est 3, tu vois, qui est qu'un seul produit, qui est pas trop de questions. Et du coup, pareil, au niveau de l'offre, j'ai jamais trop voulu la complexifier. Et c'est vrai que l'accès à vie, moi, ça me fait peur parce que je suis quelqu'un sur le long terme, tu vois, j'ai envie de parler de bourse encore dans 10 ans et j'espère que je continuerai de parler de bourse dans 10 ans. Donc, j'ai pas forcément envie de vendre un truc et de me dire dans 10 ans, je dois continuer de payer un support client pour des gens qui, tu vois. Et moi, littéralement, tu vois, il y a des gens qui disent oui, souvent en formation, c'est un business model qui permet justement ce truc de payer en one shot parce que le coût supplémentaire d'un client, finalement, ça coûte rien d'avoir un client de plus, tu vois. Mais moi, en l'occurrence, ça me coûte vraiment de l'argent d'avoir des clients de plus, notamment parce que je développe la partie SaaS. Et la partie SaaS, en fait, j'ai des frais sur en fait le nombre d'appels à l'API, ce genre de choses. Donc en fait, à nouveau, je veux bien être gentil, mais je peux pas dire aux gens, vous aurez un accès illimité pendant toute ma vie, tu vois, à une formation que je mets sans arrêt à jour parce que au bout d'un moment, financièrement, ça tiendra pas, tu vois. Quel outil tu utilises pour gérer ton abonnement? Alors, j'aurais bien aimé dire Podia et je tiens à remercier Podia. Je sais que Antoine, tu es un grand fan. Vraiment, je recommande tout à fait pour démarrer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'utiliser Podia. Tu l'as utilisé quand même. Je l'ai beaucoup utilisé et je quitte juste avant de faire le million. Du coup, j'ai vraiment une larme à l'œil. Mais
ce qui s'est passé en fait, c'est que voilà, je pense que Podia c'est super quand on démarre parce que justement quand on veut lancer son premier produit, il y a tellement de choses à gérer, le site web, quel outil j'utilise, ma page de vente, mes emails, etc. Que moi j'ai vraiment simplifié les choses pour me concentrer justement sur le contenu. Je suis parti sur un système minimaliste et du coup j'avais juste MailerLite pour gérer mes emails et Podia pour gérer ma formation. Et j'ai pu faire près d'1 million d'euros de vente avec ça et ça allait très bien. Maintenant, juste récemment pour cette version 2.0, j'ai voulu un peu upper le level et je suis passé du coup sur Skool qui est du coup l'outil que propose Samovens, donc c'est SKOOL. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui utilisent ce logiciel, il est même pas traduit en fait en français. Mais j'ai tellement eu un coup de cœur, donc ça va peut-être être mon coup de cœur en avance, sur ce logiciel et sur ce qu'il était possible de faire en fait en termes d'aspect, de forum, d'interaction, que ça correspondait tellement à mon produit que je me suis dit ça vaut le coup de se rajouter un peu de complexité, de repasser. Donc mon site web maintenant il est plus sur Podia, il est sur MailerLite, donc je suis quand même arrivé à garder les trucs sur MailerLite, mais par contre je dois passer avec un Stripe. Et il y a un Zapier avec un webbook, donc c'est un peu, c'est le truc que je voulais surtout pas, tu vois, mettre Zapier, mais j'ai mis Zapier. J'ai accepté de mettre Zapier. Skool, ils prennent pas en charge les paiements, c'est ça, c'est juste t'envoies tes clients dessus une fois qu'ils ont payé. Mais alors attention Antoine, parce que tu risques de craquer, parce que là ça y est, ils ont ouvert les paiements sur Skool. Malheureusement, c'est que en dollars et c'est que un abonnement par mois et il n'y a pas possibilité de faire d'affiliation. Donc moi, c'est les 3 points qui ont fait que je suis pas passé avec Skool Payment, mais ils proposent en effet l'abonnement avec Skool Payment et là c'est génial parce que tu as vraiment une page de vente. Les gens ils appuient sur le bouton abonner, ils s'abonnent, ils arrivent dans le groupe. Et ensuite, tu as tout des stats et tu peux tout gérer depuis Skool. Donc, je pense qu'à l'avenir, ça peut être un format assez cool. C'est-à-dire, je le vois un peu comme un Patreon amélioré, tu vois. C'est-à-dire que c'est une sorte de Patreon, mais tu n'as pas besoin d'avoir un Discord en plus, etc. C'est vraiment fait pour la formation. Donc, je pense que c'est une SaaS qui va gagner en ampleur parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Ce qui se passe, c'est que l'aspect communauté sur Podia est assez vertical. C'est le créateur qui communique avec l'audience, avec des posts, etc. Et en fait, on sent pas vraiment l'aspect communauté horizontale où les gens peuvent se parler entre eux. Et c'est vrai que Skool, c'est un bon outil. Moi, j'ai un de mes clients qui pensait switcher aussi. Il y a un forum, il y a une fonction forum sur Podia. Où les gens peuvent poster, etc., dans des topics, dans des sujets. La difficulté, moi, que j'avais quand je l'ai testé, c'est que bon courage pour faire venir les gens sur le forum et les faire interagir. Et j'ai l'impression que là où Skool est bon, je suis allé voir rapidement un petit peu à quoi ça ressemblait, c'est qu'ils ont vraiment tout misé là-dessus et donc ils ont mis plein de fonctions qui donnent envie aux gens d'interagir. Par exemple, il y a un classement des gens qui ont le plus posté, etc. Et tous ces petits trucs de gamification, ça joue énormément. Je me trompe, Romain? Un truc par exemple, quand tu crées ton compte, il te force à mettre une photo, à mettre ton nom. Tu vois, pour que tout le monde ait une photo, qu'on voit que c'est des humains, etc. C'est sur ce genre de petits détails qui font la communauté, quoi. Je te ferai rentrer, je te donnerai un accès si tu veux, Antoine, pour voir un peu. Mais là, en effet, les clients, voilà, ils sont ravis, ils mettent des likes, ils partagent des trucs. C'est cool parce que je sens que petit à petit, c'est aussi l'objectif, c'est qu'on arrête ce truc où c'est moi le gourou qui explique tout. Et c'est vrai que sur Podia, j'avais vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que c'est moi qui postais. J'arrivais quand même à avoir une dizaine de posts chaque mois. Mais en fait, Félix, tu l'as très bien expliqué, c'était un support client. C'est-à-dire que les gens, ils posaient des questions et moi, je répondais. Ou quelqu'un qui bossait avec moi répondait. Mais on n'était pas dans un truc un peu fun, un peu, tu vois, un truc, oh les gars, il s'est arrivé, j'ai atteint ce palier, tu vois, un truc de partage un petit peu comme on peut l'avoir un peu plus sur un groupe Facebook. Malheureusement, Facebook, il y avait beaucoup de distractions. Donc, je trouve que c'est en effet un juste équilibre, mais que le design joue beaucoup dans la manière dont les gens vont interagir avec le produit. Et sur Podia, c'est ça qui manquait vraiment. C'était très bien pour démarrer, mais il me manquait cet aspect un peu plus communautaire. Tiens. Ouais, tu vois, chaque plateforme a ses avantages et ses spécificités. Podia, clairement, ça a jamais été l'onglet communauté, même si voilà, ils l'ont lancé, ils ont mis le minimum. Mais Podia, c'est génial pour créer un site, pour créer des produits, pour créer des pages de vente, pour créer une liste email. Leur fonction email est géniale. On peut mettre des filtres, mais vraiment des filtres ultra précis par rapport aux gens qui ont acheté les formations. Mais par contre, c'est vrai que la communauté, c'est pas leur point fort. Et j'ai l'impression que Skool, c'est là-dessus qu'ils ont travaillé le plus, quoi. Une chose que t'as super bien réussi, c'est t'as pas mal de créateurs sur ta communauté qui apportent de la valeur. T'as par exemple Axel, t'as Clément, t'as des gens qui postent beaucoup. Comment t'as réussi à inciter les gens vraiment à être actifs, à avoir pas une démarche de consommateur, tu vois, mais une démarche aussi de partager de la valeur entre eux, quoi.
C'est génial, Félix, que tu sois un client, mais justement, je pense que j'ai pas forcément réussi mon système parce que je t'ai pas trop vu sur le forum, tu vois. Donc, tu vois, donc j'ai réussi qu'à moitié. Mais oui, non, en effet, j'ai eu cette chance incroyable. Je pense, c'est que très rapidement, en fait, il y a eu des créateurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit j'adore ce que tu fais et j'ai envie d'être un affilié, tu vois. Donc, j'ai pas eu ce besoin d'aller démarcher d'autres youtubeurs en disant parle de mon programme, etc. Tu vois, et peut-être des mecs, du coup, ça aurait été pas très sain parce qu'ils auraient parlé de ma formation, non pas parce qu'ils ont été convaincus et qu'ils sont eux-mêmes clients, mais ils en auraient parlé parce qu'il y avait moyen de se faire de l'argent, tu vois. Alors que là, c'est vraiment des gens qui, tu vois, j'ai appris, voilà, Emilio Abril, j'ai appris qu'il était dans ma formation, il m'a envoyé un mail, il m'a dit ouais, je suis dans ta formation, ça te dit, on fait une vidéo, on en parle. Ok, tu vois, super, let's go. Et pareil avec Clément Bravo qui était un des premiers clients, qui était fan, qui m'avait laissé un témoignage. Du coup, je suis rentré un peu en contact avec lui. Il a décidé de lancer sa chaîne. Axel, pareil, il a décidé de lancer une chaîne spécialisée sur Interactive Broker. Donc en fait, on commence à avoir un écosystème qui est puissant parce qu'en effet, du coup, il commence à y avoir des leaders un peu dans la méthode Trident qui ont chacun un peu leur spécificité. Clément, il est un peu meilleur sur les ETF. Axel, il est un peu meilleur sur Interactive Broker. Emilio, il a un peu plus l'aspect crypto, or, diversification. Et donc en fait, tout ça mis ensemble, c'est trop chouette parce que du coup, c'est plus juste une seule voix, c'est aussi d'autres personnes qui viennent appuyer le discours et qui viennent apporter de la valeur aussi de leur côté, quoi. Comment t'envisages de faire évoluer ton système ? Par évoluer, tu veux dire comment ça va... Est-ce que tu as des idées pour l'améliorer ? Bah écoute, je suis en plein dedans là, c'est cette version 2.0, c'est-à-dire améliorer vraiment l'expérience, la partie forum et évidemment améliorer la partie SaaS et transitionner d'une partie un peu plus formation un peu à l'ancienne, justement où tu as beaucoup de vidéos à consommer, vers une formation un peu plus défi, passage à l'action. Voilà, on obtient des résultats et on vient partager avec les autres membres les résultats qu'on a, quoi. Et je crois que ma métrique principale, ça va être ça, c'est est-ce que les gens concrètement, ils sont dans la formation et ils investissent concrètement en bourse, ils ont des résultats, ça fonctionne pour eux. Voilà, c'est juste si je peux être le déclic qui fait que les gens sont vraiment passés à l'action, parce que malheureusement on le sait sur YouTube, il y a tellement de gens qui regardent mais qui ne font rien. Je suis super content et c'est ça que j'ai envie de encore plus développer à l'avenir, c'est faire en sorte que ça soit vraiment méga passage à l'action, méga résultat, et je pense que ça attirera par le bouche à oreille aussi de nouvelles personnes qui se diront sa formation c'est vraiment bien pour agir, quoi. En termes d'ambition, tu te vois où dans 5 ans ? Alors j'aime aussi beaucoup ce que tu as dit, Antoine, je le ressors beaucoup, mon ambition est limitée. En fait, j'ai beaucoup galéré à trouver une personne avec qui bosser au support client, justement avec moi. Là, je bosse avec Sven. C'est la 4e personne que je recrute. Donc, tu sais, quand tu recrutes 4 personnes au bout d'un moment et que ça fait pas, tu te dis le problème, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être moi. Et donc, j'ai un peu ce truc, le truc classique du perfectionniste qui aime bien que tout soit bien fait, qui veut que les gens bossent comme eux, qui soient aussi engagés qu'eux dans la formation. Donc, c'est très difficile à trouver comme type de profil. Mais là, je pense que je l'ai trouvé vraiment avec Sven parce que c'est un mec qui adore la formation, qui est là depuis 2-3 ans dans la formation et qui a juste envie justement que la formation cartonne. Donc, c'est parfait. Mais c'est vrai que j'ai pas cette ambition de faire grandir plus les choses. À un moment, j'avais recruté une personne et je me disais tiens, peut-être que cette personne pourrait faire du contenu à ma place, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas parce que j'allais devenir un marketeur, enfin j'allais devenir pas un marketeur, mais un manager de créateurs de contenu. Et en fait, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était de créer du contenu, d'être. Donc là, je rejoins aussi beaucoup Antoine sur l'aspect artisanal du truc, c'est-à-dire tous les lundis écrire mon petit post d'un sujet qui m'excite, qui me plaît. Donc clairement, moi, je ne conseille pas mon modèle à quelqu'un qui veut, a un esprit entrepreneurial classique, qui a envie de mettre en place des process et puis ensuite de partir à la plage, parce que moi, c'est un truc qui demande énormément de ma personne. J'ai quand même quelques trucs qui fonctionnent sans moi, heureusement, mais c'est quand même un système que j'ai construit autour de moi parce que j'adore comme ça apporter de la valeur de manière artisanale. Donc j'ai surtout envie de pouvoir continuer de faire ça. Et j'ai vraiment cette vision qui est particulière par rapport à d'autres personnes. Je pense c'est que j'ai pas envie de quitter mon business, quoi. J'ai envie de pouvoir travailler pour le restant de mes jours. J'ai Warren Buffett en idole. Le mec a 100 ans, il passe sur les plateaux télé. Il a mangé il a pas eu une hygiène de vie parfaite tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, il pète la forme encore. Et je pense que la raison pour laquelle il pète la forme, c'est parce qu'il a continué de bosser dans ce qui le passionnait, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment cette optique. Maintenant, je me dis pas, là, je charbonne comme un cochon pour pouvoir, dans 5 ans, de me barrer. Je me dis plutôt, tiens, essaie de te trouver un rythme de vie que tu adores dès aujourd'hui et que tu pourras conserver sur le très très long terme. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est continuer au maximum. Et moi, j'ai déjà atteint mon objectif. Tu vois, j'avais cet objectif de gagner 10 000 euros par mois. Là, je l'ai dépassé. Donc maintenant, j'ai juste envie que la méthode Trident se développe le plus possible et surtout que les clients soient satisfaits. Mais j'ai pas d'objectif particulier, tu vois, en termes là-dessus, quoi, à part la valeur, quoi. Ça te parle, ça, Antoine, comme ouais, je suis complètement aligné avec ce que tu dis et je pense qu'il faut rester artisan si on veut rester passionné. Quand on a cette psychologie-là, en tout cas,
Un truc que j'aime bien dans le modèle que tu as construit, comme je t'ai dit au départ, c'est qu'il est simple, il est élégant, je pense qu'il parlera à beaucoup de monde. Tu as réussi à trouver une solution à l'équation de est-ce que je crée un seul produit ou plusieurs produits. En fait, tu as un seul produit, mais tu gardes quand même tes clients, ce qui est génial. Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on est... est-ce que tu penses que ton modèle, il est applicable à d'autres thématiques? Je sais qu'on en a un petit peu parlé déjà, mais est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est transposable facilement? Écoute, j'ai envie d'y croire. Tu vois, je suis abonné, moi, par exemple, à un mec. Alors, je suis abonné par mois, typiquement, alors qu'il aurait pu me le proposer à l'année sur du fitness, justement. Un mec où j'ai accès à une sorte de Netflix, un peu, justement, avec des programmes de remise en condition physique, tu vois. Et c'est assez bien fait, c'est-à-dire que j'arrive dessus. À nouveau, moi, je m'inspire de ce qui existe déjà. Hein, je réinvente pas complètement la roue. Et je me suis inscrit dessus et c'est pas mal fait parce qu'en fait, tu as différents programmes pour différents niveaux. Donc, tu commences un petit peu au niveau et tu as envie de rester abonné parce que tu as fait le niveau 1, donc tu as envie d'aller au niveau 2, puis le niveau 3. Et en fait, vu que c'est des programmes qui durent à chaque fois 6 semaines, tu vois, tu vas rester abonné longtemps. Si en plus, tu as un aspect forum dedans. Donc, tu vois, j'ai l'impression que ce modèle-là, il peut quand même pas mal s'étendre. Après, ça serait intéressant, par exemple, est-ce que toi, aujourd'hui, tu te verrais, tu vois, si tu devais créer un modèle abonnement, comment tu le verrais? Et est-ce que... Parce qu'en fait, je pense que la difficulté peut-être que toi, tu auras, Antoine, c'est que j'ai l'impression que tu fais pas mal de produits sur un moment des choses qui sont très précises et donc qui vont apporter beaucoup de valeur à la personne, par exemple, qui est sur Instagram en ce moment ou qui fait du TikTok en ce moment. Mais si tu fais un pack avec Instagram et TikTok, peut-être que la personne va se dire, en fait, Instagram, ça m'intéresse beaucoup en ce moment parce que c'est mon réseau, mais TikTok, ça va pas m'intéresser. Alors que j'ai l'impression que moi, du coup, ça reste un truc où tout intéresse en fait parce que c'est toujours dans un seul objectif qui est se générer des revenus passifs en bourse, tu vois, et avoir un portefeuille performant. C'est toujours dans cet objectif-là et j'essaie de pas trop dévier. Je pense qu'une erreur que j'aurais pu faire, tu vois, c'est typiquement sortir une formation ou un espèce de bonus complémentaire sur comment ça marche les options, comment ça marche les cryptos. Tiens, vous pouvez aussi investir dans l'immobilier. Et en fait, je pense que ça aurait baissé la valeur de ma formation parce que j'aurais été encore un mec qui essaie de faire tout à la fois et du coup qui est pas très bon, enfin qui est bon nulle part, quoi, tu vois. Ouais, t'es resté dans ta thématique. Un truc une façon, disons, si on cherche une façon vraiment minimaliste de faire ce que tu fais, de le transposer ailleurs, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est, t'as une formation, ok, tu la vends 2, 3, 400 euros, moins de 1000 par an. Une formation, en effet, bien ciblée par rapport aux besoins que cherchent les gens. Et derrière, pour justifier l'abonnement, tu fais un peu ce que tu fais, c'est que tu partages comment toi t'appliques cette formation. Donc, tu fais du quotidien, ou régulièrement tu peux faire ça sur un canal WhatsApp ou Telegram par exemple. Tu partages, si t'es dans l'investissement, tu partages tes trades. Si t'es dans le jardinage, tu partages les derniers trucs que t'as plantés, tu suis l'évolution de tes plantations. Si t'es, j'en sais rien, dans le tuning, tu partages les dernières actualités, qu'est-ce que les gens peuvent faire avec ça, etc. L'idée c'est d'avoir en fait, je pense, un truc immuable qui est la méthode, qui peut durer des années, enfin qui peut être valable pendant des années. Et un truc, au contraire, complètement corrélé à l'instant présent. Donc les tests que tu fais, les derniers tests que tu fais, les derniers résultats que tu as eus, les dernières actualités, les dernières tendances que les gens doivent connaître. Et en fait, je pense que si tu combines ces deux trucs, tu peux mettre un modèle à abonnement comme tu as fait, basé sur un seul produit, qui peut durer pendant des années et dans n'importe quelle thématique. Je te rejoins complètement. Moi, un truc qui a fait la grosse différence sur la récurrence, j'en ai pas parlé, alors que ça, c'est quelque chose de facile que tout le monde peut faire, au-delà des SaaS ou ce genre de trucs qui viennent forcément beaucoup plus tard dans le temps, c'est que j'envoie un email chaque lundi, qui est un peu le post-hebdo. Et il y a vraiment, j'ai rencontré des membres qui me disent, chaque lundi, je suis comme un fou, j'attends mon email, quoi. Et cette récurrence-là, d'avoir un email justement qui est pour toi, qui est uniquement pour les clients, dans lequel tu creuses un peu un sujet d'actualité, dans lequel aussi je partage la nouvelle achat d'actions que j'ai fait ce mois-ci, donc cette semaine-ci, c'est génial, tu vois. Je partage aussi un peu les posts du forum qui ont plu, je partage l'évolution du portefeuille, ça permet d'avoir un espèce de suivi et de faire finalement de cette passion un peu que tu as à côté un truc vraiment récurrent. Tu restes un petit peu dans le truc parce que chaque lundi tu as ton email qui te rappelle un petit peu les actualités, etc. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment un modèle comme ça qui peut vraiment bien fonctionner. Et moi je l'ai combiné même à YouTube pour avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que je crée un post le lundi. Souvent en plus tu es reposé du week-end, donc le lundi j'arrive avec un peu l'esprit neuf et je me dis de quoi j'ai envie de parler et je partage aux membres du coup tu vois, l'inspiration créative. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que le mardi je vais reprendre ce script là, je vais le transformer, je vais essayer de l'enrichir avec notamment en plus les retours des clients, et le mercredi je vais essayer d'en faire une vidéo YouTube. Donc les clients, ce qu'ils ont aussi, c'est une exclusivité parce qu'ils ont le contenu en avance. Ils peuvent aussi me faire des retours spécifiques par rapport à ce type de contenu. Et le vendredi, ils ont un peu la version YouTube pour tout le monde, grand public, de ce contenu-là.
mais sachant que dans l'email, il y a eu des exclusivités et il y a eu d'autres choses qui vont pas forcément se retrouver dans la vidéo YouTube. Donc, je trouve que c'est un bon compromis pour équilibrer parce que quand tu as un produit abonnement aussi, le gros challenge, on n'a pas parlé là, mais c'est un gros challenge que vous allez avoir, c'est où est-ce que je passe mon temps? Parce que si je passe mon temps dans le produit, malheureusement, je disparais complètement des réseaux. Et moi, c'est ce qui s'est passé au début quand j'ai créé. Je passais 90% de mon temps dans la formation. Donc en fait, petit à petit, je voyais des mecs qui explosaient sur YouTube. Bah oui, parce que j'étais plus sur YouTube, quoi. Donc j'ai dû apprendre à un peu équilibrer les choses. Et aujourd'hui, je suis sur un espèce de 50-50 qui me va pas mal, quoi. C'est assez écologique, j'aime bien. Du coup, juste, tu bosses beaucoup ou pas aujourd'hui? C'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu appelles bosser beaucoup? En France, tu sais, on dit le 35 heures. En vrai, moi, je fonctionne avec les Pomodoro et je suis entre 6-7 Pomodoro par jour. Donc là, c'est une période de lancement, je suis un peu plus à fond. Donc on va dire 6-7 heures par jour. Généralement, je vais commencer à 10 heures, je vais m'arrêter à 16 heures. Donc je pense que c'est très sain comme rythme. En plus, les Pomodoro, il y a 50 minutes à fond, 10 minutes de pause. Donc à nouveau, moi je pense que c'est pas le temps qui compte, c'est l'efficacité. Et donc c'est avoir un espèce de process que je vais pouvoir répéter chaque semaine. Je vais devenir meilleur dans ce process-là. Et ce que je fais surtout attention, qui a tendance à me faire déraper sur le temps que j'y passe, c'est justement de passer trop de temps à répondre aux gens parce que je suis passionné. Donc quand j'ouvre les commentaires YouTube, les messages sur le forum, j'ai trop envie de répondre à tout le monde. Je me suis d'ailleurs, j'ai eu une idée, je sais pas si vous aviez déjà testé ça, je la partage avec vous, j'ai eu l'idée tout à l'heure pendant que je faisais ma séance de méditation. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer un défi, c'est qu'à chaque fois que je réponds à quelqu'un, il faut que ce que j'écrive soit plus court que sa réponse à lui, que sa question à lui. Je me suis dit, ça peut être une bonne manière parce que j'ai tendance, des fois, les mecs me posent une petite question du genre, qu'est-ce que tu penses de l'ETF S&P 500? Et moi, j'écris un pavé comme as. Et je me dis, putain, mais j'aurais pu faire une vidéo YouTube avec ce truc-là. Alors, des fois, c'est ce que je fais, tu vois, j'en profite pour le transformer en script. Mais je me dis, ok, essaie de mettre l'effort. Si la personne, elle t'a écrit un pavé comme ça, tu lui réponds un pavé comme ça. Si elle t'a écrit 2 lignes, tu lui réponds 2 lignes, quoi. Parce que j'ai trop cette tendance à vouloir, et ça peut me faire perdre beaucoup de temps. Mais autrement, je pense que ça reste très sain comme système. J'ai mes week-ends, je prends des vacances. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec d'autres personnes. J'arrive à prendre des vacances. C'est-à-dire, je dis littéralement 2 semaines avant sur le post Podia, je pense que Félix, t'as dû recevoir les mails. Je dis, les gars, là, ça y est, je pars en vacances, je coupe pendant 1 mois. Bonnes vacances à vous. Et quand je reviens, je partage des photos. Je suis allé en Thaïlande. C'était très chouette. Je reviens, j'ai plein d'énergie, plein de choses cool à vous partager, tu vois. Et je pense que les gens peuvent comprendre parce que tu postes rien pendant 1 mois quand tu pars en vacances? Rien. Il y a juste mon assistante qui poste un peu les messages hebdomadaires avec quelques mises à jour du fichier, mais en gros, c'est des messages standards. Donc il y a rien de particulier. Et ça a été en fait un formateur en bourse qui s'appelait Cédric Froment qui avait ce concept d'école. Il commençait en septembre et il terminait en mai, quoi. Et du coup, c'était l'école, tu vois. Il disait c'est l'école, donc c'est de septembre à mai, quoi. Et du coup, il avait ces 3 mois de vacances. Et ça, c'est un truc qui me manquait trop, tu vois, depuis que je suis sur le business en ligne. Il s'est pris 1 mois en plus, le gars là, parce que à l'école, en juin, alors moi, je suis pas à ce point-là, tu vois. J'ai pas les 2 mois de vacances, mais je pense que les gens comprennent et à nouveau, ce qui compte, c'est est-ce que tu délivres pendant les 11 mois où tu es présent? Si oui, il n'y a pas de souci à prendre 1 mois de vacances. Et au contraire, moi, je trouve que je reviens avec beaucoup plus d'énergie et je suis bien meilleur derrière sur les 11 mois suivants quand j'ai pris ces vacances-là, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des lives? Souvent, dans les offres à abonnement, l'une des premières choses que font les gens, c'est de faire des lives. C'est quoi ta politique par rapport à ça, tes réflexions? Ouais, c'est une très bonne question. Je me suis toujours dit, tiens, ça peut être intéressant parce qu'en effet, souvent, les gens qui sont dans ton programme, c'est des fans. Ils ont plein de questions et peut-être que je pourrais gagner du temps plutôt que leur répondre par écrit à tourner une vidéo où je réponds chaque semaine à leurs questions. Et je sais que Stan Leloup avait partagé ça. Il disait que ça l'aidait beaucoup. Chaque semaine, au lieu de répondre à tous les messages, chaque semaine, il a tous ces questions qui arrivent et il les répond d'une traite pendant 2 heures en faisant un live. Je l'ai pas testé. Je pense que ça pourrait bien marcher. Pour l'instant, je suis encore un peu à me dire, il faut pas non plus que je rajoute trop de contenu dans la formation. Tu vois, je suis toujours un peu en train de minimaliser. J'ai peur que ça devienne après une espèce de monstre où tu as des extraits sans arrêt de plein de questions. Donc je suis un peu encore sur ce truc, de me dire tiens, je fais une petite réponse rapide par texte. J'ai aussi les personnes du coup qui bossent avec moi qui répondent dessus. Et surtout, s'il y a une question, tu vois, par exemple, il y a 1 mois de ça, il y a une question qui a fait le buzz sur le forum Podia. Elle a reçu 40 likes alors que mon post hebdo a fait 10 likes. J'ai dit ok, là il y a un sujet qui est chaud. Les gens ont envie que je parle de ça et là j'ai fait une vidéo YouTube, tu vois. Donc je me dis ce qui est bien avec la vidéo YouTube, c'est que ça va être beaucoup plus structuré que si j'allume ma cam et je partage, tu vois, en live un peu la réponse. Là je me dis ok, c'est vraiment un sujet qui plaît aux gens, donc je vais prendre le temps. Et il y a 52 semaines dans une année,
Bon, moins, on a dit le mois de vacances, mais voilà, ça fait quand même une quarantaine de semaines où chaque semaine, je peux traiter un sujet. Et donc, je me dis, chaque semaine, je vais prendre le sujet qui, moi, me plaît et qui a l'air aussi beaucoup d'intéresser les gens. Et je pense que ça permet déjà de répondre à beaucoup de questions en 40 semaines, tu vois, que peuvent avoir les clients, quoi. Mais je fais pas des trucs très personnalisés. Peut-être que je l'ajouterai au fur et à mesure du temps. Je fais pas, tu vois, d'analyse de portefeuille spécifique ou de trucs qui pourraient se mettre dans un programme justement pour les gens qui apprécient cet aspect-là, quoi. Ok, on va pouvoir passer à la section coup de cœur. Sauf si tu avais une dernière question, Félix. Une question qui me vient, c'est souvent pour les créateurs de contenu, le fait de faire des lancements, nouveaux produits, donc penser à un copywriting, il y a un côté un peu excitation, tu sais, en termes de nouveautés. Est-ce que tu as l'impression de perdre ça où tu trouves ton excitation au quotidien en tant que créateur? Écoute, je pense que ça peut se créer à travers justement des mises à jour, tu vois. Quand je crée un nouveau truc, quand on a lancé l'app Trident et que ça y est, on avait l'application, elle était live, j'avais qu'une envie, c'était de la partager avec les gens. Et donc j'ai fait une vidéo YouTube et ça fait de la pub pour la formation. Et il faut être excité pour être excitant et tu vois, et intéressé pour être intéressant. Et je pense que du coup, c'est aussi beaucoup ça, et c'est là aussi que je rejoins beaucoup Antoine, c'est que je pense que là où tu te perds, c'est quand tu commences à te dire il faut que je fasse des vidéos pour le SEO ou parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je traite ces sujets-là dans ma thématique, alors que c'est pas ça qui te fait vraiment vibrer, quoi. Donc il faut aller sur les sujets qui te font vibrer et je pense que tu gardes du coup l'excitation, tu gardes le plaisir du coup du domaine et tu tiens sur le long terme. Et généralement, tu vas toujours avoir un moment où tu vas améliorer ton produit et tu vas avoir envie de communiquer avec les gens ça. Et à ce moment-là, je pense que ça peut être super de faire une promo, de faire un lancement, de communiquer autour de ça. Donc tu vois, je pense que l'excitation, tu peux l'avoir en effet, même si c'est le même produit, vu qu'il est constamment amélioré, tu peux constamment faire un lancement et parler de ces nouveautés-là, quoi. Ok, on va passer à la section coup de cœur. À la fin de chaque interview, on partage chacun un petit coup de cœur et on peut les retrouver facilement en cliquant sur le lien qui est en description. Je peux commencer par mon coup de cœur. C'est un bouquin qui est complètement dans le thème de l'épisode du jour, puisqu'il s'appelle... C'est à l'endroit ou à l'envers? Non, c'était à l'endroit. Parce que moi je le vois... Oui, ok. The Forever Transaction, c'est un bouquin qui parle de l'abonnement justement et il traite vraiment tout ce qu'il faut savoir pour créer un abonnement qui marche. Et je l'avais notamment lu à l'époque où j'ai lancé mon abonnement et j'avais appris plein de trucs, notamment sur le fait d'augmenter le taux de rétention parce qu'en fait tout est là-dedans. Faire des ventes, si tu sais faire des ventes et que tu as déjà vendu, c'est pas très difficile. Ce qui est difficile, c'est que les gens restent. Et il y avait pas mal d'idées intéressantes. Donc si les gens lancent leur abonnement, en complément de cette vidéo, je leur conseille de lire ce bouquin parce que j'en avais tiré des choses intéressantes. Félix, tu veux partager ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, récemment, là, ça m'est revenu en voyant un entrepreneur qui était complètement tourmenté. Et donc ce coup de cœur, c'est un livre de Ruven Augien qui s'appelle L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, qui est un livre qui Attends, parle... c'est le titre du livre. C'est un titre à rallonge et c'est un livre de philosophie morale qui se base sur des expériences de pensée et qui permettent de finalement, en termes d'introspection, d'aller chercher nos intuitions morales et essayer de les décortiquer, comprendre qu'est-ce qu'on a derrière. Et moi, il y a 10 ans, j'ai lu les trois quarts des bouquins de Ruven Augien. Et j'ai vraiment senti que c'était un antidote c'était un antidote à la moraline ambiante. Et moi, je sais que dans mon parcours, ça m'a beaucoup aidé à aller vers l'essentiel, à pas me prendre la tête sur des questionnements qui n'ont pas lieu d'être. Et voilà, en voyant cet entrepreneur complètement tourmenté, je me disais mais c'est dingue, il faut se libérer de tout ça et donc c'est pour ça que je recommande ce bouquin et les réflexions qui sont derrière parce que je pense que c'est une voie de libération de soi-même sur ses propres intuitions, sur ses propres croyances, voilà. Waouh. J'allais partir sur un truc très terre à terre, mais Félix, tu m'as mis une claque. Je me suis dit, waouh, il faut monter le level. Donc, si j'étais parti terre à terre, j'aurais dit Skool parce que du coup, c'est le coup de cœur du moment sur les produits abonnements. On le mettra dans la fiche. C'est en rapport avec le thème. Mais du coup, Félix, tu m'as challengé. Je vais partir sur un truc un peu plus pour faire grandir les esprits. Je recommanderais la comédie musicale Hamilton. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est incroyable. En fait, sur IMDb, donc qui est le halluciné américain, il y a un classement des 250 meilleurs films de tous les temps. Donc c'est le truc bête et méchant. Je me suis dit, je vais pas mourir avant d'avoir vu les 250 meilleurs films de tous les temps. Donc j'ai commencé la liste et pour me motiver, parce que j'avais pas forcément envie de regarder, tu vois, des vieux films, j'ai
triés par date de sortie. Et du coup, ça te sort un peu les films récents qui sont sortis en 2023, voilà, dans les années 2020. Et il y avait Hamilton. Et typiquement, franchement, l'affiche et tout, ça me disait rien. En plus, comédie musicale, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ce truc? Je l'ai téléchargé et c'est le meilleur film de toute ma vie. Enfin, genre, énorme coup de cœur. Ça m'a juste retourné la tête. En fait, c'est l'histoire du coup d'un des pères fondateurs américains, donc qui s'appelle Hamilton. Et en fait, c'est histoire galère. Il était en Angleterre, il perd sa mère, il perd son père, il décide d'immigrer aux États-Unis. Et c'est cette histoire incroyable d'un entrepreneur justement qui démarre à l'époque où c'était beaucoup plus difficile évidemment d'entreprendre et qui se lance en politique, qui mène des guerres, qui rencontre Washington. Et c'est vraiment en fait une histoire vraiment touchante sur à quel point tu peux t'élever et à quel point tu peux redescendre. Donc il y a 2 actes. Je veux pas trop vous spoiler, mais voilà, c'est juste fort. Et je veux dire, la réalisation est incroyable. C'est 2 heures de musique non-stop avec du rythme. Il y a des moments qui sont rappés. Si vous appréciez l'anglais, donc il faut mettre les sous-titres. C'est juste incroyable en termes de composition. Et moi, je l'ai montré à plein de gens. C'est juste, je l'ai regardé 4 fois déjà. Je suis juste archi fan de ça. Et je trouve que c'est vraiment, je me suis beaucoup retrouvé dans ce personnage-là, tu vois, qui a envie de plus, tu vois, et qui se bat dans sa vie pour aller chercher plus. Et bref, voilà, grosse recommandation. Je crois que c'est disponible en streaming sur Disney+, si vous avez Disney+. Sinon, voilà, il faut aller pirater un petit peu, quoi. Ah, c'est top, on mettra les liens et tout. Franchement, c'est bien, les gens vont pouvoir lancer un super abonnement et se cultiver grâce à vos coups de cœur. Roman, je pense qu'il y a des gens dans mon audience qui vont être intéressés par ce que tu fais et peut-être par ta formation. Comment on te retrouve facilement? Bah écoute, on va leur conseiller de faire exactement ce qu'on a dit durant la vidéo, c'est-à-dire aller voir ma chaîne YouTube et assurez-vous que déjà vous appréciez mon style, vous aimez les vidéos, vous êtes d'accord avec ce que je dis, parce que j'ai pas envie, tu vois, d'avoir des gens. Enfin, je trouve que la chaîne YouTube c'est vraiment une super vitrine en fait, parce que ça passe ou ça casse. Il y a 95% des gens qui vont pas forcément apprécier, il y a 5% qui vont adorer. Et si vous faites partie de ces 5% qui adorent, alors probablement que la méthode Trident ensuite pourrait vous plaire. Donc je conseillerais les gens d'aller voir la chaîne YouTube. Vous tapez Roman Paillé sur YouTube et voilà. Et il y a pas mal de vidéos intéressantes qui devraient vous plaire si vous avez envie de vous générer une autre source de revenus en plus de votre business en ligne. Parce que moi j'ai eu ce déclic au moment où je me suis dit, je sais pas si tu l'as eu aussi Antoine, de me dire c'est super ce que je fais. Mais si demain j'ai envie un peu de relâcher le pied, je commence à être un peu fatigué, même si j'ai quand même cet objectif de travailler évidemment toute ma vie, j'en ai parlé, j'ai envie d'avoir un peu une autre source de revenus. Et c'est là que je vais commencer à creuser les investissements, parce que j'avais envie d'avoir cette autre source en dehors de mon travail. Et je savais que je voulais pas laisser mon argent dormir sur un livret. Donc je me suis un peu formé et aujourd'hui je suis très content de l'avoir fait, parce que je me dis j'ai mes 2 sources de revenus et je suis vraiment libre financièrement, c'est-à-dire que demain je pourrais littéralement arrêter ce que je fais et garder le même style de vie parce que du coup j'ai pu investir suffisamment en bourse, quoi. Merci Roman. Merci à vous pour l'invitation, c'était super chouette. J'espère que cette émission t'a plu, et avant de te laisser, un dernier appel. C'est le moment de télécharger la fiche qui rassemble tous les coups de cœur qui ont été partagés par les invités avec les liens. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et sera mise à jour à chaque nouvel épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com dans ton navigateur. Excellente journée et à la semaine prochaine.